Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bienvenue chez vous, le MAG. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Marc Saluzzi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'ALFI. C'est quoi exactement l'ALFI ici au Grand-Duché de Luxembourg? Donc l'ALFI, c'est l'association professionnelle qui représente les intérêts de l'industrie des fonds d'investissement luxembourgeois. C'est une association qui a trois rôles. Le premier, c'est de faire un lobbying réglementaire auprès des différentes autorités de contrôle qui réglementent notre activité. La deuxième activité, c'est une activité de promotion, donc, qui a vocation à vendre nos produits en dehors de nos frontières. Et la troisième, c'est d'éduquer nos membres et de les mettre à jour en fonction des développements qui affectent leur activité. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas tous les jours. Je suppose que la majorité de nos téléspectateurs se posent des questions. Est-ce que vous acceptez pendant 10 minutes que, en face à face entre vous et un néophyte? Oui, tout à fait. De façon à ce que tout le monde essaie de se reconnaître dans mes questions. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un fonds d'investissement? Donc un fonds d'investissement, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes un particulier et que vous voulez vous exposer au marché financier, vous avez deux façons de le faire. Soit vous allez directement sur ces marchés financiers et vous prenez vous-même la décision d'acheter une action, une obligation. C'est la bourse, hein. C'est la bourse, voilà. Maintenant, vous pouvez considérer que, vous n'avez pas la somme nécessaire pour investir efficacement, et deuxièmement, vous pouvez considérer que vous n'avez pas toute l'expertise pour prendre toutes les bonnes décisions d'investissement. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que plutôt que d'investir directement sur la bourse, vous investissez sur la bourse à travers un fonds d'investissement dont la gestion est confiée à un professionnel qui, lui, va pouler donc l'argent de différents particuliers, l'investir efficacement sur les marchés financiers grâce à une expertise particulière. Donc c'est ça un fonds d'investissement, c'est investir ensemble dans une structure juridique faisant l'objet d'une protection extrêmement importante sur les marchés financiers. Et ça veut dire que tout un chacun, par exemple moi, si demain je veux, je peux investir dans des fonds de placement. Tout à fait. Donc on a différents types de fonds aujourd'hui en Europe, mais nos fonds d'investissement qui sont ouverts à l'épargne publique peuvent recevoir des souscriptions à partir de 50, 100 euros tous les mois. Ah, à partir de 50, 100 euros, on peut commencer? Tout à fait. On peut constituer un patrimoine au fil du temps et toucher une rente ou un capital au moment où on part en retraite. Ce sont des systèmes qui existent en Allemagne, dans les pays scandinaves également, et qui sont très très populaires. Alors vous rentrez dans une mission oui. asiatique, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas et qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Donc, si vous voulez, nos produits, nos fonds d'investissement à Luxembourg gèrent aujourd'hui 2,5 trilliards d'euros ou 2500 milliards d'euros. Donc, ce sont des sommes considérables. Et c'est bien sûr pas à Luxembourg que cet argent est levé. Cet argent, il est levé dans le monde entier, en particulier en Europe, mais également dans un grand nombre de pays asiatiques et dans un grand nombre de pays d'Amérique latine. Donc ce que nous faisons régulièrement, c'est que nous visitons ces pays et nous expliquons aux autorités de contrôle, aux investisseurs locaux et aux gestionnaires d'actifs locaux ce que le produit luxembourgeois, le produit fonds d'investissement luxembourgeois peut leur apporter et comment ils peuvent l'utiliser, avec l'espoir qu'ils l'utiliseront et que de ce fait-là, nous générons un business supplémentaire à Luxembourg. Et comment vous pouvez promouvoir, vous, l'économie luxembourgeoise en étant en Chine, par exemple? Vous leur dites quoi? Donc, ce qu'on leur dit, c'est, par exemple, sur la Chine, c'est relativement simple. Les autorités chinoises veulent que toujours plus d'investisseurs internationaux investissent sur leur marché domestique chinois. Donc, ce que nous leur disons, c'est que nous avons à Luxembourg des produits qui peuvent être distribués dans 70 pays dans le monde à destination de tous les types d'investisseurs. Et donc, s'ils veulent des investisseurs internationaux investir sur leur marché, on leur dit de créer des fonds à Luxembourg et de capter l'épargne de ces investisseurs les plus divers, basés dans les pays les plus divers, pour réinvestir en Chine. Donc voilà le discours, par exemple, qu'on tient à nos amis chinois. Et en fonction des pays, on a des variantes sur ce thème-là. On arrive à la fin de l'année, on pourrait peut-être regarder un peu dans le rétro. Oui. C'était une bonne année, 2013, pour les fonds d'investissement?
Donc c'est une bonne année pour... je dirais qu'il faut distinguer deux choses. L'activité fonds d'investissement au niveau européen, c'est une activité qui pour le moment se maintient, qui n'a pas encore totalement récupéré depuis le début de la crise. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'au-delà de ce constat général, Luxembourg est un pays qui a réussi à augmenter sa part de marché en Europe et qui a réussi à capter plus d'argent dans ces fonds que les autres pays de l'Union européenne. Et donc, de ce point de vue-là, 2013 est une bonne année. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ces résultats sont bien sûr fonction de la santé des marchés financiers, de la confiance des investisseurs, et que ces deux paramètres-là sont extrêmement volatiles pour le moment. Donc, au mois de juin 2013, une déclaration du président de la Banque centrale américaine a provoqué la disparition de 97 milliards d'actifs dans nos fonds luxembourgeois. On les a récupérés depuis, mais tout cela pour dire que tout cela est très volatile et très fragile. Oui, effectivement. Donc ça veut dire que vous battez tout le temps contre les autres places financières, vous êtes le meilleur, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est clairement en compétition avec d'autres pays et d'autres places financières internationales qui ont vu le succès de Luxembourg dans cette industrie et qui veulent le répliquer. Et le répliquant, évidemment, ils deviennent dans une certaine mesure nos concurrents. Et donc, dans la mesure où ces pays sont dans les différentes parties du monde, nous devons nous projeter dans ces parties du monde et rappeler à tout le monde ce que nous pouvons faire pour eux, de manière à ce qu'ils ne nous oublient pas trop rapidement. La directive FM, là, c'est un texte qui a été long à négocier, mais finalement qui va vous permettre de vous développer encore. Est-ce qu'on peut redire un mot sur cette directive qu'on ne connaît pas bien, nous ? Donc, si vous voulez, tout en Europe a commencé avec la directive UCITS. La directive UCITS, c'était la directive qui permettait à des fonds européens faisant appel à l'épargne publique, donc à votre épargne et à la mienne, d'être vendus sur une base européenne. Donc, vous créez un produit dans un pays et vous étiez capable de le vendre dans les 27 ou 28 pays de l'Union européenne. Tous les fonds qui n'étaient pas sur ce créneau-là, c'est-à-dire qui ne faisaient pas appel à l'épargne publique, qui étaient plutôt destinés à une clientèle institutionnelle, par exemple, n'avaient pas ce passeport. Et donc, AIFM introduit ce passeport pour cette industrie, je dirais, alternative, c'est comme ça qu'on l'appelle, et permet de répliquer, c'est ce qu'on espère en tout cas, le même modèle que nous avons eu pour les fonds d'appel à l'épargne publique, c'est-à-dire je crée un produit dans un pays, je le vends dans les 28 pays de l'Union européenne. Ça, c'est le système du passeport. Donc, c'est ce que fait AIFM. Et évidemment, à Luxembourg, ayant énormément réussi dans le domaine des fonds qui sont proposés à l'épargne publique, nous voulons répliquer ce succès dans ces fonds alternatifs et avoir, je dirais, notre part de marché dans ce secteur-là aussi. Par contre, la taxe sur la transaction financière, ça vous agace un peu. Alors, je me suis renseigné, je me suis dit pourquoi, finalement, vous la critiquez et en même temps, 11 pays sont plutôt d'accord de la suivre. Et en même temps, en regardant de plus près, on se dit, oui, c'est un peu pour protéger les pays, pour que n'arrive plus jamais ce qui s'est passé avec les banques, où les pays ont dû renflouer certaines banques. Est-ce que vous pouvez nous dire si moi j'ai raison, si vous avez raison, en tout cas, j'ai mal lu ou j'ai bien lu ? Disons que la taxe sur les transactions financières nous agace un petit peu parce qu'elle a été vendue sur la base de 3 mensonges, et je pèse mes mots. Le premier mensonge, c'est qu'on ferait payer les spéculateurs. Or, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ce sont les produits de gestion collective donc, qui font appel à l'épargne publique qui ne sont pas des produits de spéculation, des fonds de spéculation, qui vont payer l'essentiel de cette taxe. Donc ça, c'est le premier mensonge, ce n'est pas les spéculateurs qui vont payer, ce sont les investisseurs dans nos fonds UCITS. Le deuxième mensonge, c'est de dire que finalement, la classe, c'est la sphère financière qui doit rembourser aux États une partie de l'aide qui a été versée à ces institutions financières lorsqu'il a fallu leur faire passer le cap de cette crise particulièrement difficile que nous avons traversée. C'est le deuxième mensonge parce qu'en fait, ça n'est pas la sphère financière qui va payer, ce sont les investisseurs dans nos fonds. Et les investisseurs dans nos fonds, au moins à 30%, sont à nouveau des gens comme vous et moi. Donc pourquoi est-ce que nous payerions pour la sphère financière?
Et le troisième mensonge, c'est de dire qu'on va en tirer une somme absolument considérable qui va nous permettre de réinjecter du cash dans l'économie européenne. C'est un peu ce que j'ai lu, quand même. Et de sortir de la crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous appliquez une transaction comme une transaction tax comme celle-là dans un espace confiné, qui est celui d'un espace européen à 28, à 17 ou à 11, ce que vous avez immédiatement, c'est que le business qui existe dans ces pays-là va se déplacer pour éviter le paiement de la taxe. Et vous allez vous retrouver avec un revenu fiscal qui sera très très faible par rapport aux premières estimations, et deuxièmement, un business qui aura disparu. Donc parce qu'on a construit cette transaction tax sur ces trois mensonges-là, l'ALFI s'y oppose et c'est vrai, peut donner l'impression parfois de faire preuve d'un certain agacement. Mais comment vous pouvez comprendre alors que 11 pays seraient d'accord qu'existe cette taxe ? Alors déjà, ces 11 pays ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord sur le principe d'extraire un peu plus d'argent de l'industrie financière et de ses investisseurs, mais ils ne sont pas d'accord sur la façon de le faire. L'autre chose, c'est que lorsque vous regardez les 11 pays qui sont dans ce mécanisme de coopération renforcée, à part l'Allemagne, vous avez tous les pays malades en Europe qui ont désespérément besoin de fonds, d'argent, et donc ils sont prêts à tenter cette aventure folle. Hein. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord. Hein. Nous n'avons toujours pas vu un premier projet au niveau européen digne de ce nom. La taxe devait intervenir au 1er janvier 2014, elle est déjà reportée au mieux au 1er janvier 2015. Je ne suis même pas sûr qu'elle se matérialisera un jour ou l'autre. 2015, on dit que c'est la levée du secret bancaire, ça vous touche, oui. Ça vous touche pas ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, notre industrie des fonds d'investissement pèse 2,5 trilliards d'euros ou 2500 milliards d'euros. Il est évident que ces sommes-là ne sont pas le fait d'investisseurs locaux. C'est le fait d'investisseurs européens, mais également asiatiques et d'Amérique latine. Et l'ensemble, je dirais 99,9% de ces investisseurs dans nos fonds souscrivent au départ d'un compte bancaire qui n'est pas à Luxembourg. Donc de ce fait-là, ce compte bancaire est soumis à déclaration dans le pays d'origine de nos investisseurs et ne prête donc absolument pas à la critique du point de vue de l'évasion fiscale. Une dernière question, je rappellerai simplement à nos amis que vous êtes lorrain, originaire du Pays Haut, que vous avez fait donc petit à petit votre chemin, qu'aujourd'hui vous en êtes arrivé là. Est-ce que c'est un métier où tous les jours on y va en se disant chouette, j'y vais, je travaille, ou est-ce que c'est quelque chose de tellement sérieux qu'on se dit vivement le week-end que je puisse souffler un peu ? Non, je crois que dans ce métier-là, il y a deux aspects. Il y a la dimension technique. Luxembourg est très très bien considéré dans cette industrie parce que nous avons une expertise très très pointue. Et donc cette expertise ou cette réputation d'expert, il faut la justifier tous les jours. Et donc vous devez être au sommet de votre expertise technique, même si ce n'est pas la partie la plus folichonne du travail. Par contre, à côté de cela, Luxembourg a une carte à jouer au niveau mondial dans le domaine de la gestion collective, de la gestion d'actifs. Et donc, nous sommes à l'ALFI, 1400 personnes à travailler tous les jours pour développer notre centre et lui faire acquérir une dimension toujours plus importante. Et ça, c'est absolument fascinant. Ce qui est fascinant également, si vous voulez, venant de France, c'est de voir les interactions que nous pouvons développer avec le gouvernement et avec nos autorités de contrôle, alors qu'en France, le dialogue avec le secteur privé est pratiquement regardé d'un mauvais œil. À Luxembourg, il a été élevé au niveau d'un art, je dirais, et cette capacité à pouvoir travailler avec le monde politique et nos autorités de contrôle nous a permis de construire un centre qui est bien meilleur que si nous l'avions fait tout seul. Et c'est clair que de ce point de vue-là, c'est très très excitant de pouvoir donner son point de vue, donner ses idées, partager ses idées et de voir qu'un pays vous écoute, en tient compte et vous permet d'aller de l'avant. Et donc ça, c'est quelque chose clairement qui me fait dire qu'aujourd'hui, je suis bien plus luxembourgeois de cœur que français de passeport. Pierre Gramegna, qui était le directeur général de la Chambre de commerce, est devenu aujourd'hui le ministre des Finances. Vous en pensez quoi ? Bon, je ne ferai pas de commentaire sur la personne en tant que telle. Mais ce que je peux dire, c'est que Pierre Gramegna, en tant que président de la Chambre de commerce, a été très très impliqué dans Profil et dans LFF, qui étaient les deux organismes qui avaient vocation à porter la promotion de la place financière à Luxembourg et en dehors de Luxembourg. Donc nous avons l'habitude de travailler avec lui depuis très longtemps.
Ça, c'est la première chose. Donc, ça va être facile pour nous de nouer ce contact-là et de déclencher une relation de travail fructueuse. La deuxième chose, c'est que Pierre est particulièrement bien placé pour savoir que ce dialogue secteur public, secteur privé est extrêmement important et extrêmement enrichissant pour les deux parties. Donc, je pense qu'il sera à l'écoute et qu'à nouveau, nous aurons des discussions très fructueuses avec lui. Donc, je dirais que de notre point de vue, c'est une bonne nouvelle. Merci Marc Savzic. Je rappelle que vous êtes le président de l'ALFI. Moi j'ai quelques chiffres. Vous avez 13 800, un peu plus de 13 000 personnes qui travaillent dans le secteur des fonds ici à Luxembourg, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que directement et indirectement, le secteur emploie à peu près 14 000 personnes aujourd'hui. Oui. Et représente 6% du PIB et 10% des recettes fiscales de l'État, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que nos fonds, malgré ce qu'on peut en dire à l'extérieur, sont soumis à une taxe qui s'appelle la taxe d'abonnement. Et cette taxe représente entre 600 et 650 millions d'euros de recettes par année pour le gouvernement luxembourgeois. Si vous y ajoutez les autres recettes fiscales, TVA, impôts sur les sociétés, les personnes physiques qui travaillent dans ce secteur, vous arrivez en gros à 1 milliard d'euros. Et 1 milliard d'euros, c'est à peu près 10% des recettes fiscales de l'État. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour R, l'autre télé. Merci. Mais merci pour votre intérêt. Merci, chers amis. On se donne nous rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Bienvenue chez vous, le MAG. Merci.